un mandat local, c'est vraiment une relation très forte avec les rues, avec les gens, avec son entourage. C'est un peu comme un élève qui est très engagé dans sa classe. Je décris souvent ça comme ça, quand on me demande ce que c'est que d'être élu local, et qui devient délégué, qui choisit de se Mm. présenter pour être délégué de la classe. Voilà, moi je suis délégué de la classe, je suis délégué de la rue ou du quartier. Ariel Veil, tête de liste Paris en commun dans Paris Centre, maire sortant du 4e arrondissement, bonjour. Bonjour. Alors vous vous prêtez au jeu du portrait, on se dit vous pour le podcast, mais dans la vraie vie on se dit tu Ariel. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ou pas assez, ils vont vous découvrir avec ce podcast. Alors Ariel, on vous présente surtout souvent comme un enfant du Marais. Vous avez passé votre enfance, votre adolescence, une majeure partie de votre vie adulte dans le centre de Paris. On va revenir sur sur cette enfance, sur cette adolescence, sur votre attachement au centre et au Marais. Mais moi, je vous connais depuis peu de temps. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est, je dirais pas de la suractivité, mais de la surcuriosité. On va écouter ce que nous en dit Henri Weber, qui est un peu considéré comme votre mentor en politique. D'abord, c'est un très gros travailleur qui sait s'organiser, qui ne perd pas de temps, qui a horreur de tout ce qui est, de tout ce qui est amateur, bon. Et qui est d'une grande efficacité en conséquence. Bon. Ce qui l'empêche pas de travailler dans la bonne humeur et de n'être pas polar du tout, de s'intéresser à mille choses en dehors des sujets qu'il a traités. Vous êtes curieux de tout, Ariel. Est-ce que vous êtes insatiable? Insatiable, je sais pas. C'est vrai que dans ma vie, je me suis jamais interdit de poursuivre plusieurs voies, d'essayer des choses. Et je pense qu'on peut concilier beaucoup d'intérêts. Oui, mais même au-delà de ça, je parle même pas sur le plan de l'organisation au quotidien, je parle sur votre personnalité. On sent, nous, on fait des marchés ensemble, on tracte, on se déplace tous les deux, avec toute l'équipe de Paris en commun dans le centre. J'ai l'impression que tout vous intéresse. Ouais, c'est vrai que Ouais, les professionnels. j'aime bien connaître les histoires des gens. D'abord, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est Mm. mon casquette d'économiste. Ouais, j'aime bien comprendre comment les gens vivent, si ça marche pas, si c'est dur, quelles sont leurs difficultés. Puis j'aime bien les gens, j'aime bien discuter avec eux. Ça rend fou mes enfants, je dois le dire, et ma famille. Quand ils marchent dans la rue avec moi, généralement, ils rentrent seuls. Ils me disent, écoute, nous, on y va. Parce que je m'arrête tous les 50 mètres. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans le job de maire. C'est ce côté village. Là, on est dans un village, dans le centre de Paris. L'enfant du Marais, quel enfant étiez-vous, Ariel? Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance? Ah, mon enfance, j'ai vécu une enfance curieuse au fond parce que c'est celle souvent qui caractérise des deuxièmes générations ou des troisième générations. Je suis en l'occurrence une deuxième génération ou même peut-être une première génération d'immigrés. Enfin, ce qui est certain, c'est que mes grands-parents du Marais et ma mère ont été des apatrides. Ils sont venus ici comme beaucoup de gens au lendemain de la guerre et ils étaient apatrides. Et donc j'ai eu une enfance curieuse, une enfance paradoxale, je dirais, parce qu'une enfance assez choyée, assez protégée, et en même temps exposée à celle de ceux qui n'avaient pas été protégés. Et donc, je retiens de mon enfance ça, ce sentiment permanent quand même du drame, de l'immigration, de cette famille qui était apatride. Ma mère elle-même, bien qu'elle ait grandi, qu'elle soit allée à l'école au coin de la rue en bas d'ici, où vont mes enfants aujourd'hui, elle l'a été en tant qu'apatride, parce qu'elle était née au lendemain de la guerre à l'étranger, et dans une relative pauvreté qui était celle assez caractéristique d'ailleurs du Marais, en réalité, à l'époque. Je me souviens qu'il y avait des endroits où on faisait attention à la place de la République le soir, par exemple, à la nuit tombée. Quand j'entends les gens me dire que c'est dangereux aujourd'hui, je rigole avec tous les gens de ma génération, parce on avait un peu les boules, quoi, quand on passait place de la République, passer 9 heures en hiver. Je souris de ces paradoxes de Paris. Qui a connu Paris il y a 40 ans c'est qu'à la fois on y était bien, et qu'en même temps c'était plus pauvre, c'était plus sale, et c'était plus dangereux. Oui, il y a beaucoup plus de voitures. Alors justement, rue des Rosiers, un commerçant, un boulanger, Alain Corcaz, qui vous connaît bien, qui vous connaît depuis tout petit, qui connaît vos parents, qui nous a raconté tout ça. Il se souvient de vous, enfant, et il nous a raconté une courte anecdote. On l'écoute. Alors, j'ai une toute petite anecdote, c'est vrai, c'est vrai. Quand il était encore enfant, quand il était bébé, il venait avec sa maman et son papa
Mes parents avaient l'habitude de lui donner un petit gâteau en couleur. Il appelait ça le gâteau couleur. Et cette façon de venir est restée. Et jusqu'à aujourd'hui, même s'il est maire, même si un jour il devient plus que le maire, il vient chercher ses petits gâteaux couleur à chaque fois qu'il passe dans le quartier. Mais c'est un garçon qui va dans les commerces, qui écoute les commerces. Et je suis très fier qu'il soit maire du 4e. Très, très fier. Et j'en suis ravi. Pour lui et surtout pour ceux qui sont à son écoute. Ça, oui. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau couleur? Il est fait de quoi? C'est ma Madeleine à moi, ma Madeleine en couleur. Mm. Et ce couleur, à vrai dire, il n'existe plus aujourd'hui, mais le couleur, c'était un gâteau qu'on appelait comme ça parce qu'il était fait, c'était une sorte de millefeuille, mais avec des couleurs différentes pour chaque feuille. On peut se l'imaginer en vert, jaune, bleu. C'est un petit peu plein de colorants. C'était un peu le rainbow plein flag. de sucre et plein de colorants. Ah, c'était le rainbow flag. C'est le drapeau arc-en-ciel. Ouais. C'était un gâteau arc-en-ciel qui était très prisé de la jeunesse. Et c'est vrai que quand je passais de la boutique, on m'alpaguait et on me donnait toujours ce petit gâteau quand je vais faire les courses. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je vais acheter les bagels ou les bretzels, il est pas rare que je trouve un petit gâteau, des petites choses en plus, des zlabia ou des choses comme ça qui ont été rajoutées dans dans mon sac de courses, c'est vrai. Bon, vous ne changez pas en fait. Sur certaines choses, non. Sur les gâteaux en particulier. Bon, on entendait à l'instant Monsieur Corcaz nous dire il a été maire, ça n'a rien changé. Quand il sera plus que maire, même à un moment sa langue fourche, il dit il sera maire de Paris. Enfin, depuis qu'il est maire du 4e. Bon, vous avez des projets Je veux dire maire de Paris Centre. Ah oui, voilà. C'était ça en fait. C'était ce qu'il voulait dire. Il est associé comme beaucoup de commerçants à la réflexion, à cette projection qu'on a sur le centre de Paris, qui moi me paraît effectivement une extension très naturelle. On voit bien que entre la rue Montorgueil et la rue des Rosiers, on voit bien la proximité, une proximité d'ailleurs sociologique, historique. Ça a été des petits quartiers d'artisans. Ça le reste et on fait tout pour que ça le reste et que ces artisans soient là. Content que les Corsica soient là, à côté des Pickelstein, à côté de Florence Kahn. Ils sont un petit peu dans le même registre, ils sont près les uns des autres, ils se tiennent d'ailleurs les coudes. Et c'est des gens qui ont des commerçants qu'on a envie de garder. Je reviens sur ma question sur le fait que vous ne changez pas. Est-ce que vous êtes vigilant sur le fait de rester vous-même? Oui, alors est-ce qu'on reste soi-même? Est-ce qu'on ne doit pas devenir toujours quelque chose? Je ne crois pas, moi, que l'héritage doit être quelque chose de figé. L'héritage n'est pas une sépulture, sinon on crève avec ses affaires et ses... Voilà, on n'évolue pas. Non, je pense qu'on est obligé de construire soi-même quelque chose et que c'est ce qu'on cherche, je crois, toute sa vie, hein, c'est de trouver un chemin entre ce dont on a hérité et ce qu'on en fait. Et on essaie de se tenir à l'écart, je crois que tout le monde, hein, c'est The Arrangement, l'histoire de la vie d'Elia Kazan, j'aime beaucoup ce livre et ce film. L'arrangement qu'on fait, c'est ça, c'est de trouver un chemin, une voie entre ce dont on a hérité et ce qu'on construit soi-même. Et bon, le quartier a changé, heureusement, parce qu'il a changé en bien aussi. Alors, l'enfance dans le Marais, écolier, collégien, lycéen Henri IV, vous faites des études, Hippocagne, Cagne, licence de lettres modernes, de littérature anglaise et américaine. Vous êtes aussi élève de l'Institut d'études politiques. Vous partez faire un MBA à la Harvard Business School. Alors c'est vrai que j'ai là aussi choisi une voie un petit peu médiane, disant que j'ai toujours aimé la recherche fondamentale, c'est vrai, j'aurais pu l'allumer, mais en même temps, j'ai pas eu envie de refaire une canne comme on le faisait à l'époque. J'ai fait 2 semaines et j'ai toujours eu cette impatience d'en découdre, avec des problèmes concrets. Alors je suis aussi prof, j'enseigne depuis 15 ans et j'ai fait de la recherche. Mais c'est vrai que je n'ai pas mené une carrière d'universitaire pure. J'ai toujours aimé résoudre des problèmes concrets, que ce soit dans les agences de notation. Alors ça fait effectivement 15 ans que je travaille dans une agence de notation et 20 ans que je travaille dans le privé, où j'ai toujours aimé résoudre des problèmes. On va revenir sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, enfin qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire vous, votre parcours. On en était avant de faire ce petit écart vers la politique, votre MBA aux États-Unis. Est-ce que c'est le moment où vous rencontrez votre femme, Delphine? Alors effectivement, je l'ai rencontrée pendant que je vivais aux États-Unis. On s'est rencontrés à New York, pas à Boston, mais on s'est rencontrés pendant que j'habitais aux États-Unis. Et de revenir en France, elle d'arriver aux États-Unis, on s'est croisés dans ce couloir qui est New York, et c'est vrai que c'est là que je l'ai rencontrée. Delphine Orviller, on peut en parler quelques minutes?
Très, très, très rapidement. Je sais que Ça me gêne. ça vous gêne un petit peu, mais quand même. Mais bien sûr, on peut en parler. Delphine Orviller, donc, rabbin, c'est une femme puissante. Est-ce que même quand on est un homme moderne, un père moderne, qui vit dans son temps, féministe, vous êtes également féministe, est-ce que c'est quand même pas un peu casse-pied de s'entendre assez systématiquement rappeler qu'on est le mari de Delphine Orviller? Oui, Pour une fois que ça se passe dans ce sens-là, franchement, c'est assez rare. Franchement désagréable. Elle a une notoriété qu'elle a acquise, dans, je crois, le discours qu'elle tient et qui parle à beaucoup de gens, dans un domaine très différent du mien, avec un public qui est beaucoup plus large, je crois, que le mien. Voilà, chacun sa renommée, on en rigole souvent. Bon, ma renommée, c'est plutôt le coin de la rue, la boutique, les petites rues autour de la maison. Et elle, c'est un peu plus loin, et les ondes. Mais non, je crois que c'est vraiment une émulation entre nous, une émulation intellectuelle, et que c'est agréable. Et en termes d'organisation, c'est vrai que depuis que... Ça fait pas longtemps, hein, je fais de la politique, mais depuis peu, puisque j'ai mené toute une carrière en dehors de la politique, avant de la rejoindre progressivement, puisque moi, je considère que c'est toujours l'aboutissement d'une vie assez engagée sur le plan citoyen, mais il y a un pas qui est franchi une fois qu'on est élu, puis qu'on devient représentant. C'est récent et c'est compliqué à mettre en lumière dans nos vies, à mettre en musique plutôt dans nos vies, avec les enfants, avec une vie familiale. Mais comme beaucoup de gens, je crois, comme beaucoup de couples aujourd'hui modernes, contemporains, on fait des arrangements, chacun à tour de rôle a pris sa part aussi de la vie de famille. Il m'est arrivé, quand on est rentré par exemple des États-Unis, parce que je suis très très sollicité pour rentrer en France, il m'est arrivé à une époque de m'occuper beaucoup plus des enfants, notamment le week-end. On était très sollicité. Bon, aujourd'hui, j'ai plus le week-end, et donc on se partage, les enfants un peu grandis aussi. On compose avec ça, mais c'est vrai que dans un couple, il y a aussi toute cette problématique de... Je suis féministe, et j'ai réfléchi souvent à ça avec pas mal d'amis qui sont dans la même situation. C'est comment on accompagne la carrière de quelqu'un. C'est une chose, et c'est pas d'ailleurs acquis pour beaucoup de femmes encore en France ou ailleurs. C'est une chose déjà de mener une carrière de femme, de ne pas être entravée, et ça reste pas toujours évident dans plein d'endroits. Et c'est aussi autre chose, et c'est un sujet qui est beaucoup moins visité aujourd'hui, que de mener une carrière d'homme qui accompagne une femme, ou qui accompagne un homme, ou qui accompagne quelqu'un dans un couple. Et là, sur ça, on a beaucoup moins avancé à mon avis. Alors justement, Delphine Orviller, votre épouse, on va l'écouter nous parler de votre amour de Paris, et ce qui nous permettra de parler un peu plus avant de votre engagement en politique. On l'écoute. C'est très difficile de parler des endroits préférés d'Ariel dans Paris parce que c'est un vrai passionné de Paris. Et c'est la personne que je connais qui en réalité connaît le mieux cette ville, est capable d'en raconter les histoires, les anecdotes et de s'intéresser à des détails auxquels, c'est vrai, moi quand je marche dans Paris, souvent je fais pas attention. Mais lui a un regard toujours sur Paris qui, de mon point de vue, raconte une sorte d'histoire d'amour qu'il a avec cette ville. C'est vrai. Donc je crois qu'il y a plein d'endroits qu'il aime, plein d'endroits qui sont liés à des moments de sa vie, à des époques différentes de sa vie de Parisien. On en plaisante souvent ensemble, c'est que moi j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi en province et j'ai vécu longtemps à l'étranger et j'ai découvert Paris assez tard. Et de son point de vue, ça fait de moi pas vraiment une vraie Parisienne. Contrairement à lui. Alors on en plaisante souvent parce que je crois qu'il n'existe pas de vrai Parisien. Peut-être un vrai Parisien, c'est quelqu'un qui a choisi Paris et pas forcément qui a vécu toute sa vie. Mais c'est vrai que souvent, je me dis qu'effectivement, Ariel a avec cette ville un lien très particulier. Est-ce que c'est ce lien, Ariel, qui vous a donné envie d'entrer en politique? Ça s'est passé comment, cette décision d'entrer en politique? Parce que je vois mon engagement en politique comme un peu une continuité, une espèce de continuité avec un engagement de citoyen. Quand j'ai, entre deux voyages aux États-Unis, puisque j'ai pas mal fait d'allers-retours, c'est vrai que j'étais allé voir à l'époque Dominique Bertinotti et même Pierre Heidenbaum, avec qui je travaille maintenant, puisqu'il est le maire du 3e. Maire du 3e. Et Dominique Bertinotti, alors maire du 4e à partir de 2001. J'étais allé la voir et j'avais travaillé avec elle, je l'avais aidée sur des projets urbains. J'ai toujours été un citoyen assez engagé dans ma rue, à la fois sous plusieurs angles, sous celui de la solidarité, comme beaucoup d'autres. Rage de voir des gens dormir à la rue, et c'est pas d'hier que ça date, mais à une époque où il faisait particulièrement froid, au tout début des années 2000, c'est vrai qu'on était beaucoup à vouloir que
municipalité fasse quelque chose, elle l'a fait et on était prêt à jouer notre rôle. Et c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce que cet engagement des citoyens, cette continuité du service public entre une municipalité, des agents, un service public qui met en certaine manière qui pose des conditions pour que les gens puissent s'engager, j'y crois énormément. Je crois que beaucoup de gens, dans le temps qu'ils ont, dans la compétence qu'ils ont envie de s'engager. Et on en parlera, c'est un projet, je crois que c'est un grand projet pour moi, que de faire ça au centre de Paris. Et c'est en tout cas comme ça qu'il y a 20 ans, j'ai commencé à m'engager à la fois sous l'angle de la solidarité, mais aussi sous celui des comités qu'avait institué Dominique Bertinotti à l'époque, des comités de rue ou des comités de quartier qui étaient chargés de concerter un petit peu sur un aménagement urbain. Et cette question de l'urbanisme m'a toujours fasciné parce qu'elle est indissociable de l'histoire. Non, je crois que l'homme politique que je suis, puisque lorsqu'on est élu, sans doute on devient un homme, une femme politique, c'est quelqu'un qui voit ça comme le prolongement d'une citoyenne. On est dans le cadre d'un mandat local. On ne parle pas d'un mandat national. Un mandat local, c'est vraiment une relation très forte avec les rues, avec les gens, avec son entourage. Et donc, c'est forcément une histoire ancrée dans le territoire. Le mandat d'élu local, je crois que c'est toujours d'abord un mandat de citoyen, de super citoyen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on franchit un pas ou pas. On peut franchir un pas qui sépare des citoyens très engagés, qui sont ceux sur lesquels je m'appuie pour faire de la politique, c'est ma manière de faire la politique, avec la prise en charge d'un mandat. Alors justement, ce quartier, ce territoire, parce que vous parliez de territoire, il change. Ce n'est plus, vous êtes aujourd'hui maire sortant du 4e arrondissement, mais vous êtes candidat à Paris Centre, le regroupement du 1er, du 2e, du 3e et du 4e arrondissement. Beaucoup de gens, y compris de Parisiens et Parisiennes qui habitent dans ces arrondissements, soit ne sont pas au courant, ou soit ils sont au courant mais ne comprennent pas trop pourquoi finalement on n'est pas resté à l'organisation du 1, 2, 3, 4. Expliquez-nous quel était l'intérêt de regrouper ces 4 arrondissements et qu'est-ce que ça va changer en bien? Alors, les avantages que j'y vois, c'est que déjà, effectivement, ça permettra d'avoir une majorité et une opposition qui seront toutes deux représentées, ou toutes trois, on verra ce qui se passera aux prochaines élections, qui seront représentées au Conseil de Paris. C'est un acquis démocratique. Ensuite, ça permet, et ça c'est le point peut-être pour moi le plus important et qui souvent est mal compris, les gens, et c'est naturel, voient que demain, ils n'auront plus de mairie. Alors ils ont toujours leurs arrondissements, hein. Il y aura toujours les 4 premiers arrondissements. Au fond, ça change que la distribution des services municipaux à l'intérieur du territoire. On aura toujours son code postal 75001. Dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Mais c'est vrai, il n'y aura plus de mairie du premier ou du deuxième arrondissement demain, il y aura une mairie centrale dans le troisième. Alors, si on réduit à ça, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter, puisque on voit la proximité d'un service public qui est la mairie s'éloigner. Sauf que, et c'est ça l'opportunité, et c'est une opportunité sur laquelle moi je travaille beaucoup, l'opportunité, c'est qu'au fond, on va regrouper quoi? L'état civil, un certain nombre de services qu'on n'utilise pas quand même tous les jours. Alors qu'au fond, les gens que je vois tous les jours à la mairie, c'est des gens, et on reboucle sur l'engagement citoyen, c'est des gens qui participent à des activités citoyennes, ils viennent donner des repas, ils viennent faire des cours de salsa, ils viennent en donner parfois eux-mêmes. Et c'est ces activités-là auxquelles sont attachés les gens qui viennent le plus souvent dans ces bâtiments publics que sont les mairies. C'est ces activités-là qu'il faut développer et qu'on a l'opportunité d'une manière assez inédite de développer, puisqu'on a 3 bâtiments de mairie dont on va regrouper un certain nombre de services centraux et qui vont donc se libérer d'autant de place pour faire de la place aux activités des citoyens, aux activités des associations. Donc ça, c'est un projet, il faut évidemment le porter. On le porte avec Anne Hidalgo depuis 1 an et demi, avec les citoyens, puisqu'on a eu un certain nombre de conférences citoyennes, on a associé des citoyens, des jurys, à la préfiguration de ce que sera la mairie de demain. Et puis il y a une dernière, et là on rentre vraiment dans l'administratif, il y a un dernier avantage, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des services administratifs de territoire, on appelle ça déconcentrés parfois. Vous avez des services comme la voirie, la propreté, qui sont déclinés à l'échelle de Paris, à l'échelle d'un petit territoire plus gérable que celui de tout Paris. Et eux, ça fait des années, ces services-là, qui se sont déjà organisés sur un territoire qui est cohérent. Et sur un territoire qui est pour le centre de Paris, presque toujours pour la propreté, la voirie, les services des affaires scolaires, par exemple, ou la prévention et la sécurité, eh bien c'est 1, 2, 3, 4. Donc on a des services administratifs qui ont choisi ce territoire parce qu'il est cohérent, avec cette intuition administrative assez juste. Et en revanche, un
une représentation politique qui n'est pas sur ce même territoire. Demain, le fait d'avoir une représentation politique, un maire, un conseil d'administration, un conseil d'arrondissement, qui sera sur le même territoire que son administration, je crois que ça sera un gage d'efficacité. Alors justement, quand on est dans Paris-Centre, quand on rentre dans Paris-Centre, on le sait. Chacun de ces arrondissements a une personnalité, une identité. Pour mieux nous en rendre compte, je voudrais qu'on écoute deux sons différents. On va d'abord écouter Alain Corcaz qui nous parle de la rue des Rosiers et qui nous raconte à quel point ce quartier est resté un quartier à taille humaine. On l'écoute. C'est un quartier qui est très chaud, c'est un quartier qui est très agréable, c'est un quartier encore humain, ce qui est rare. La rue des Rosiers restera toujours rue des Rosiers, quoi qu'il en soit. Alors aujourd'hui, on vient pour un peu de falafel, on vient pour un petit peu... Mais c'est pas grave, le principal, c'est qu'on est rue des Rosiers. Alors ça, c'est la vie effectivement d'Alain Corcaz boulanger, donc depuis, je crois, 2 ou 3 générations rue des Rosiers. La vie d'Henri Weber qu'on a entendu tout à l'heure, vous allez voir qu'il réemploie l'adjectif pouilleux, n'est pas tout à fait le même. Lui, il a un peu plus de regrets. On l'écoute. Mais il y a un problème de gentrification, de super gentrification quand même. C'est-à-dire maintenant, le prix des loyers et le prix du mètre carré est devenu tellement élevé que c'est seulement la bonne bourgeoisie et ses enfants qui peuvent accéder. Ça, c'est un problème. Il y a un second problème, c'est l'envahissement des magasins de type fringues de luxe, sacs de luxe, chaussures de luxe, enfin, tout accessoire de luxe, bon, au détriment des commerces de bouche, de tout ce qui fait que les quartiers soient vivants. Et là, si on pouvait réguler et limiter l'envahissement là maintenant. Moi je suis là depuis 45 ans, moi j'ai vu la modification. Quand je suis arrivé ici, c'était un quartier d'artisans. Et c'était un quartier pouilleux et pas cher du tout. Alors, comment fait-on, Ariel Veil, pour concilier ces différentes dynamiques et pour conserver au centre, tout en restant dans un mouvement, il ne s'agit pas évidemment de figer le centre dans une vision nostalgique, mais tout en restant dans un mouvement de ville qui bouge, qui avance, comment fait-on pour garder au Marais et au centre, au-delà du Marais, à Paris-Centre, son identité? Bien entendu, on continuera à avoir des quartiers qui sont des plus petites entités que les arrondissements dans Paris-Centre. Et c'est à cette échelle-là qu'il faudra travailler, mais que je crois, le regroupement va permettre de faire un certain nombre de choses et de gérer des situations comme celle des Halles qui sont en commun. Plus généralement, toute la question de la gentrification, et Henri Weber en parle en sociologue qu'il est une question qui affecte évidemment les centres historiques, mais toutes les villes-mondes en Europe et aux États-Unis. New York en sait quelque chose, c'est une ville où j'ai vécu des années, et elle en sait quelque chose, y compris en matière de régulation. Bien sûr qu'il faut réguler, moi je fais partie de ceux qui croient en la régulation, qui croient qu'on ne peut pas se laisser déborder par toutes les forces. On a un pouvoir d'intervention, on a un devoir d'intervention. Un de vos enjeux, de vos combats va être de faire en sorte que cette gentrification ne se poursuive pas et qu'on puisse, quand on est issu d'une classe moyenne, quand on est un ménage ou une mère célibataire, etc., puisse continuer à vivre dans Paris-Centre. Bien sûr, c'est tout l'enjeu. Parfois, je l'ai dit dans mes vœux l'an dernier, mais on me demande, au fond, si je devais décrire en une phrase quel est l'objectif. Il y a un objectif qui est évident, c'est de conserver au centre de Paris, et c'est là que l'enjeu est le plus fort, de conserver des familles, des habitants, de conserver des gens dans toute leur diversité de générations. Il faut des jeunes, il faut des seniors, il faut conserver toute cette diversité, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit sociale. Parce que c'est ça notre richesse. Et je le dis, on n'a pas perdu ce combat-là, mais on peut le perdre si on n'y met pas tous les moyens. Et ça, cet objectif-là, il induit ensuite tous les autres. C'est-à-dire que ça conditionne notre politique de logement, ce qu'on a fait avec énormément de volontarisme, de faire du logement social, d'encadrer les loyers. Ça conditionne notre politique à l'égard des commerces, de garder des commerces de proximité, ceux des gens qui habitent là et pas seulement des touristes. Ça conditionne notre politique d'urbanisme, de redonner de l'espace public, de redonner des jardins, des lieux où on peut se retrouver, de redonner aussi des pièces. J'aime bien ce concept de pièces en plus. À la mairie, par exemple,
j'ai depuis cette année mis en place la possibilité de fêter son anniversaire à la mairie. Le samedi après-midi, on peut réserver gratuitement une pièce parce que beaucoup de gens s'accrochent et ils ont raison. Ils veulent vivre dans le centre de Paris, mais évidemment, les appartements sont plus chers, sont plus étroits. Et donc, ce concept de pièce en plus pour des anniversaires, mais peut-être aussi pour se réunir avec des associations ou comme simples citoyens, ça fait partie des choses qu'il faut encore développer demain. Et on le fera, et on a des moyens. On le fera par intensification de la manière dont on utilise nos locaux publics, que ce soit les écoles, les mairies. Grâce à la réunification, au rassemblement des 4 arrondissements, on va libérer des mètres carrés dans les mairies qui vont servir précisément à ça, à donner de l'espace aux citoyens, des lieux où se retrouver, où se réunir, où s'associer. Un mot très très rapide, Ariel, vraiment, sur la question des mobilités dans le centre. Quel est votre objectif si vous êtes élu maire de Paris-Centre? Donc l'objectif est assez simple, que ce soit pour la respiration des enfants qui sont les plus vulnérables et de tous les habitants, Et des personnes que ce âgées. soit pour le transport des personnes âgées. Je crois qu'il faut vraiment remettre le piéton au centre. Voilà. Plutôt que de parler de piétonisation, qui est un cas particulier de l'ensemble de l'arsenal de tout ce qu'on peut faire, en limitant, en agrandissant le trottoir, en supprimant ici la circulation, en l'inversant là, ou en végétalisant encore ici, en créant des jardins et des places publiques. Je crois qu'il faut parler peut-être de piétocentrisation. Je ne sais pas si je peux créer ce néologisme, après tout, piétonisation en est un aussi. Il faut mettre le piéton au centre. Alors ça, c'était votre conclusion sur la mobilité, mais ce n'était pas tout à fait la mienne. Il nous reste vraiment très peu de temps. Je voudrais quand même terminer sur un sujet qui vous est très privé, qui vous est très personnel, mais qui me semble quand même important, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire connaître de ceux qui nous écoutent. Je voudrais aborder avec vous le sujet de la judéité. Vous êtes français, mais vous êtes né en Israël. Quelle part ça a dans votre vie? Il faut vraiment distinguer. D'abord, je crois qu'il faut vraiment distinguer la question de la citoyenneté, de l'appartenance à Israël avec celle du judaïsme. Parce que, les hasards de l'histoire font que je suis né effectivement en Israël, j'ai grandi à Paris. Mais c'est un rôle important, évidemment, dans mon histoire, dans le rapport que j'ai avec cette langue, avec ce pays. Mais je le distingue du judaïsme parce que j'appartiens à 2 traditions juives très très différentes, par celle de l'immigration de rescapés des camps, d'un côté, et au contraire d'une tradition du franco-judaïsme, comme on a dit, c'est-à-dire un judaïsme très très ancien, qui a plusieurs siècles en France, du côté paternel. Et ces judaïsmes-là ont peu de choses à voir. Ils ont été d'ailleurs très antagonistes sur un plan social, pour raconter l'intimité familiale. Et d'ailleurs, ça me permet de reboucler encore avec Paris-Centre. Il se trouve que ma grand-mère, paternelle, est née et a grandi dans le 1er arrondissement de Paris. Vous voyez que dans le centre de Paris, on a toutes les histoires, y compris des histoires très différentes socialement, puisque mes parents appartiennent à deux sociologies très différentes, et que leur mariage a été un problème d'ailleurs social pour leurs familles respectives à l'époque. Vous voyez que être juif, ou même habiter ou être né à Paris-Centre, ne règle pas toutes les questions. Et j'insiste sur ce point-là parce que je crois qu'on a tendance à vouloir aujourd'hui trop simplifier et enfermer les gens dans des identités monovalentes. On n'est pas simplement juif, on peut être économiste, juif, habitant du centre, on peut être homosexuel ou hétérosexuel ou bisexuel, avoir des identités de genre, on peut aimer les lettres, aimer le foot ou le tennis, voilà. Et on est constitué par tout cet ensemble d'appartenances. Donc c'est une entité parmi d'autres. Dans le judaïsme, moi j'ai tendance je le dis souvent, je déteste employer le terme de communauté. Donc, en tout cas, je déteste l'employer au singulier. Parce que je trouve que je ne parle moi jamais, vous m'entendrez jamais parler de la communauté juive ou de la communauté chinoise ou de la communauté LGBT. Pourtant, elles ont ces identités-là, au pluriel, ont une prégnance importante dans le quartier, et tant mieux, et d'ailleurs on fait tout pour que ça reste le cas, mais elles ne sont pas monolithiques. Moi, comme maire, je considère qu'il est de mon devoir, et de mon intérêt par ailleurs, de parler avec les curés, avec les pasteurs, avec les rabbins de ce quartier. Ce sont des gens qui jouent un rôle très particulier, et depuis des siècles, qui observent la vie, qui jouent un rôle social, qui jouent un rôle culturel, qui ne jouent pas seulement un rôle cultuel. Et je pense que peut-être, oui, le fait d'avoir grandi avec une connaissance de la spiritualité, des textes aussi, qui nous lient,
me rend plus facile cette proximité avec eux. Et je travaille beaucoup avec les curés. Et je voudrais insister sur le rôle qu'ils jouent d'observateur, d'acteur social. Alors, on a entendu un Ariel Veil sérieux, travailleur, curieux, grave à l'instant, et le sujet le valait. J'imagine, et je sais d'ailleurs, que ça vous arrive de déconner un peu, entre guillemets. Bon, pour terminer, dites-nous, je sais pas, une musique un peu facile. Parfois, on dit oui qu'on a une musique un peu pourrie, mais c'est pas très sympathique pour l'artiste en question. Donc, une musique un peu facile que vous écoutez, un mélo qui vous fait pleurer à tous les coups, quelque chose qui soit un petit peu moins sérieux là que tout ce qu'on s'est dit. Voilà, c'est dur. Alors, moi, j'écoute beaucoup de musique avec les enfants maintenant, donc je suis exposé à tous les jeunes chanteurs. Alors, récemment, on a eu, alors je un peu localiste, mais c'est vrai qu'on a un chanteur. J'ai très peur là. Quand il dit jeune chanteur, j'ai très peur. Qu'est-ce que ça sera ? Non, mais je regarde The Voice avec les enfants. Voilà, je t'ai dit. Je regarde The Voice et je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve cette émission assez extraordinaire parce qu'elle fait émerger justement des jeunes qui chantent, mais qui montrent aussi qu'ils doivent maîtriser toute la palette et puis ils peuvent chanter à la fois les tubes que j'ai connus moi dans ma jeunesse, comme les trucs les plus récents. Mais récemment, j'ai rencontré un de nos voisins, puisqu'il habite Paris-Centre, qui est Amir. Amir, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait été, je crois, en finale, je ne sais plus trop bien, de The Voice, puis il a connu un petit peu de succès. C'est pas mon genre traditionnel de musique, mais comme il est venu à la mairie, j'ai emmené les enfants du quartier, étaient fous de joie. Je l'avais invité pour l'illumination du sapin de Noël, voilà. Et comme à tous ces moments-là, on fait venir toujours les enfants des classes, on n'avait rien dit à personne parce qu'on avait une interdiction totale. Il nous a fait l'amitié de chanter alors qu'il était dans une période entre deux disques, on n'avait pas le droit de le faire, donc on l'a fait à l'intérieur de la mairie. Et quand il a chanté, il ne faut pas me demander de chanter. Je ne vais pas vous demander de chanter. J'ai une interdiction familiale de chanter. Voilà, pour des raisons, j'ai une fille qui en plus chante beaucoup et dans des chœurs, elle fait partie de chorale. Et elle m'a dit, papa, c'est simple, en fait, toi, tu nous lis les paroles et nous on chante. Donc je ne peux pas chanter, mais j'ai découvert aussi la musique pop, voilà, et récente et contemporaine, et j'aime bien. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche ? Là, c'est veto. Il y a bien un truc que vous chantez sous la douche, quand même. J'ai veto, je n'ai pas le droit de le dire. Bon, d'accord, je n'insisterai pas. Merci beaucoup, Ariel. Merci Ariel Veil, de vous être prêté à cette conversation. Merci de nous avoir suivis. Découvrez d'autres épisodes sur notre chaîne de podcast Paris en commun, sur votre application préférée. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Magellan et YouTube. À bientôt!